Eh bien, Monsieur Wei, nous sommes ici réunis pour vous écouter présenter vos travaux, c'est un peu long, sur la viabilité dans la gestion participative du territoire protégé. Et vous avez donc 45 à 50 minutes pour vous exposer vos travaux. Peut-être nous faire une démo. Oui, c'est dans le... Ah merde. Très bien, donc nous vous écoutons. Bon, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur et Mesdames. Maintenant, je vais vous présenter mes travaux de la thèse intégrer des modèles de viabilité dans les outils d'aide à la gestion participative de territoires protégés. Un des objectifs du laboratoire où j'ai travaillé l'ISC est de pouvoir appliquer la théorie de la viabilité pour problème de la gestion durable est une piste on est en train de travailler. Le problème de gestion durable est un problème assez complexe parce que souvent on peut faire tourner un modèle pendant 10 ans, 20 ans ou 100 ans même, mais on ne peut pas le laisser tourner pendant 1000 années. En plus, il y a souvent des facteurs incertitudes dans ce problème. Donc par contre, si ce modèle est sous forme d'équation différentielle, on peut essayer de simplifier le problème en utilisant la théorie de la viabilité. Donc l'objectif de ma thèse est de pouvoir construire un agent expert viabilité pour aider les utilisateurs à prendre la décision. L'enjeu de la thèse est faciliter la prise en compte des travaux sur l'analyse de viabilité des modèles de l'environnement. Il s'agit d'examiner la faisabilité de l'utilisation de la théorie de la viabilité, de permettre aux utilisateurs de formaliser les problèmes de viabilité, de présenter des résultats compréhensibles pour les joueurs. Nous voulons aussi de tester la faisabilité de l'agent expert viabilité dans une plateforme SIMPAC. Cette plateforme qui a développé par l'IPSIS est l'Université fédérale de Rio de Janeiro, qui est dans le domaine de l'aide à la gestion participative de territoires protégés. Ma présentation est divisée en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter une étude théorique pour vous montrer l'intérêt de l'analyse de viabilité pour la gestion durable. Ensuite, je vais vous parler d'une application de cette viabilité dans le SIMPAC. La dernière partie, c'est des implémentations que j'ai faites pour pouvoir construire des agents experts viabilité. Après, je finirai par conclusion et perspective. Avant de commencer cette étude théorique, je vais vous parler qu'est-ce que c'est un problème de développement durable. Très simple. Donc, vous voyez cet exemple. C'est un cadre général de problème de développement durable qui contient 3 composants. La première, c'est la nombre de touristes. Et la deuxième, la qualité de l'environnement. Après, l'infrastructure touristique. Nous voyons que le nombre de touristes il a une relation positive avec l'infrastructure, avec la qualité de l'environnement. C'est-à-dire, une fois, les touristes préfèrent aller dans un environnement avec qualité eau, et avec une infrastructure qui est assez bonne. Et aussi, quand on a construit l'infrastructure, il est possible de diminuer l'environnement. Et si on a trop de touristes, il est possible de diminuer l'environnement aussi. Donc pour une gestionnaire sur un site de l'environnement, bien sûr, il est toujours souhaité, il y a un peu de monde sur le site, mais pas trop non plus. Et un autre problème est évident que nous souhaitons toujours garder une qualité de l'environnement qui est assez grande. Par exemple, sur cet exemple, je croyais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui a envie d'aller dans cette lac, à part s'il a envie de ramasser les déchets. Pour construire l'infrastructure, il faut faire très attention parce qu'une fois on fait trop de construction, ça diminue l'environnement. Donc, il existe plusieurs types de modèles pour pouvoir étudier les problèmes de développement durable. Dans le domaine de mathématiques appliquées, on utilise très souvent des équations différentielles, comme cet exemple, qui a été publié par M. Casagrandi et Rinaldi en 2002. Donc, avec ce modèle, on peut expliquer un peu plus précisément par rapport au cas qu'on avait regardé tout à l'heure. Donc, le nombre de tourisme, il suit une fonction de monode avec des relations positives. Après, il y a
facteur négatif, c'est-à-dire les touristes, n'est pas trop de monde sur ce site. Et aussi une position négative, peut considérer comme les compétitions par rapport aux autres sites touristiques. Pour les environnements, c'est une fonction logistique. Pour pouvoir expliquer l'environnement, il est possible de restaurer soi-même. En plus, on a deux facteurs négatifs, parce que les touristes, s'il y a trop de touristes, ou construire les infrastructures, ça va diminuer l'environnement. Pour les infrastructures, c'est assez simple. Nous avons eu un taux de dégradation, et plus un taux d'investissement d'une partie de tourisme. Pouvoir construire l'infrastructure et pouvoir aussi de restaurer l'infrastructure. Dans cet article, il utilise une méthode classique qui s'appelle analyse asymptotique pour étudier ce modèle dynamique. Analyse asymptotique, il peut nous fournir des résultats que ce système il va converger vers quel attracteur. Si on regarde ce scénario, il présente un scénario d'évolution de nombre de tourisme par rapport au temps. Donc avec les différentes combinaisons de paramètres qui sont proposés, il existe 3 différents attracteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent dans le problème de développement durable, il existe des contraintes. Donc avec les contraintes qui sont proposées, on dit qu'on ne souhaite pas que le nombre de tourisme il est très peu, et on ne veut pas que le nombre de tourisme il est trop grand non plus. Donc avec cette contrainte, on peut dire l'analyse de viabilité, analyse asymptotique, il peut nous dire que les conditions A et les conditions C n'est pas dans les conditions acceptables, parce qu'il n'est pas dans l'ensemble de contraintes. Par contre, les conditions B, il veut dire que voilà, parce que l'attracteur est dans l'ensemble de contraintes, on va considérer qu'en ce point, c'est une condition acceptable. Par contre, il n'est pas toujours vrai le cas. Si on regardait cette trajectoire, que le trajectoire, il est sorti des contraintes pendant l'évolution. Donc ensuite, je vais vous parler de la limite de cette analyse asymptotique. La première limite de l'analyse asymptotique, c'est qu'il manque des informations sur le temps nécessaire pour atteindre l'attracteur. Si vous regardez cet exemple, c'est toujours une évolution de nombre de tourisme par rapport au temps. Donc il existe un attracteur strictement positif. Mais par contre, si on regarde cette trajectoire, il prend 300 partants pour arriver à l'attracteur. Et aussi, il reste un temps qui est très très long quand le nombre de touristes qui est très proche de nul. Donc, imaginons que si on demandait quelqu'un de mettre l'argent pour développer un site touristique, s'il est tombé dans cette condition, il est vraiment mal barré parce qu'il faut attendre très très longtemps pour arriver dans une condition acceptable. Donc le temps convergence est est important pour arriver jusqu'à l'attracteur. On ne peut pas rester en longue période avec les conditions non acceptables. C'est des conditions très importantes pour le problème de développement durable. La deuxième limite est l'analyse asymptotique. Il manque des informations sur la distance maximum à l'attracteur pendant l'évolution. Si on prend cet exemple, toujours avec cet exemple, l'attracteur avec le nombre de tourisme égale T égale 0,125. Par contre, l'évolution, suivi de l'évolution, il peut augmenter jusqu'à un nombre égal T égale 0,7. On dirait qu'il est presque plus que 6 fois plus grand que les valeurs de attracteur. Donc cette condition, souvent on ne peut pas la considérer comme une condition acceptable. Par exemple, si on proposait une contrainte qui est autour de cet attracteur, cette évolution il est trop éloignée des conditions que l'on souhaite. La troisième point, c'est les frontières du bassin aquatique pour la gestion durable. Ce n'est pas forcément une limite de l'analyse asymptotique. Par contre, il est très difficile de traiter par analyse asymptotique. Suivi analyse asymptotique, je vous rappelle qu'on peut trouver les valeurs de l'attracteur. Dans certains cas, il existe plusieurs attracteurs. Par exemple, dans cet exemple, il existe 2 attracteurs. Le point A il est strictement positif et le point T il est envers nul. Donc je vais vous montrer un exemple plus simple pour le comprendre. Sur cet exemple, toutes les zones de la grise, toutes ces fonctions sont envers à cet attracteur. Et dans le jaune bleu, tous les points sont
d'envers cet attardeur. Donc dans le problème de gestion durable, il est très important de trouver les frontières de ces bassins d'attraction. Parce qu'une fois, si on est proche de frontières, il est sensible aux perturbations. Donc les fonctions de bassin, les frontières du bassin d'attraction, le temps de convergence et la distance à l'attracteur, c'est les trois facteurs très importants pour les problèmes de gestion durable. Par contre, l'analyse de la viabilité, il peut prendre en compte tous ces problèmes. Qu'est-ce que c'est une... Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que c'est un problème en théorie de la viabilité. Donc, le problème principal de la théorie de la viabilité est de pouvoir maintenir un système contrôlé dans un ensemble de contraintes. Car, donc, si on regarde cet exemple, nous considérons que le grand carré, c'est du contraint K. On regarde les deux points, tous ces trajectoires sont sortis des contraintes. Par contre, ce point-là, il existe une trajectoire qui le permet de rester dans l'ensemble des contraintes. Donc, on considère que tous les points qui existent au moins une trajectoire qui lui permettent de rester dans l'ensemble de contraintes, ils construisent un noyau de viabilité. Il déjà existe plusieurs algorithmes pour pouvoir calculer ce noyau de viabilité. Par exemple, le plus connu, celui-là de M. Saint-Pierre. Le logiciel Cavia, il utilise une fonction de classification pour pouvoir calculer le noyau de viabilité pour optimiser la mémoire aussi. Donc, pourquoi un noyau de viabilité peut nous aider de traiter les limites de l'analyse asymptotique? Donc, en prenant cet ensemble de contraintes, on a calculé la tarteur de système qu'on avait tout à l'heure. Il existe un attracteur avec 7 points, on a présenté en rouge. Autour de cet attracteur, on fait un pool, comme un ensemble de contraintes. Avec cet ensemble de contraintes, il est possible de calculer un noyau de viabilité. Donc, grâce à ce noyau de viabilité, on sait que le frontière du bassin d'attraction qui respecte les contraintes données. En plus, on est garanti que tous les points dans cet noyau, il ne sort jamais l'ensemble de contraintes qu'on est donné, est toujours resté dans l'ensemble de contraintes en temps infini. Même on diminue les contraintes, on peut toujours trouver un noyau qui respecte les nouveaux contraintes. Par contre, on voyait que la zone grise, il a des points qui comme des points dans le grand contraint. Par contre, ces points-là, pourquoi il n'est plus dans le nouveau noyau? Parce qu'il va sortir le petit contraint. Même il ne sort pas le grand contraint, par contre, il va sortir le petit contraint. Après, bien sûr, il va revenir parce que c'est toujours le même attracteur. Par contre, il est sorti le contraint. Donc, ça peut nous aider de donner la distance à l'attracteur. Une autre définition importante, c'est le bassin de capture. Donc, la définition de bassin de capture étant donné un ensemble de contraintes K, toujours, et on donne un objet comme cible C. Le bassin de capture de cette cible regroupe tous les états. Il existe une fonction de contrôle qui permet d'atteindre cet objectif et de rester dans cet objectif. Donc, bien sûr, il reste des algorithmes pour pouvoir calculer ce bassin de capture aussi. Donc, sur cet exemple, on voyait que Y1, tous les trajectoires sont sorties des contraintes. Par contre, Y0, il existe une trajectoire de lui permettre de revenir dans le cible. Puis, il va rester dans cette cible grâce à la théorie de viabilité. Qu'est-ce qui peut nous aider avec le bassin de capture? On dit que le bassin de capture, il a besoin d'une cible pour atteindre. Donc, d'abord, on calculait un noyau de viabilité avec cette petite contrainte. Donc, avec le petit contrainte, on a trouvé un noyau de viabilité. Ensuite, on a regardé un espace plus grand pour voir dans cet espace, est-ce qu'il est possible de revenir dans cette cible. Dans les zones plus claires suivantes, je vais présenter les bassins de capture de cette noyau de viabilité pour 8 différents temps horizontales. Donc, là, quand temps égale 10, vous voyez qu'on a une zone qui permet de revenir dans la cible. Ainsi suivant, quand temps égale 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80. Pourquoi j'ai arrêté à 80? Parce que tous les autres points dans cette zone, ils ne peuvent plus revenir dans le cible parce que nous avons défini un contraint. C'est-à-dire, les points, il est possible de revenir, par contre, il veut sortir de contraint. Donc, on a arrêté ici. Si vous zoomez, après, on a remarqué que les formes de cette passante de capture, ce n'est pas une forme régulière. Donc, c'est possible d'avoir une point qui est proche de noyau de viabilité. Par contre, il ne peut pas atteindre le cible. Et un autre point qui est très loin de notre noyau de viabilité. Par contre, il peut revenir plus vite par rapport au point qui est plus proche. Donc, grâce à cette passante de capture, on peut trouver le temps de convergence. Donc, c'est pour les gestionnaires d'étudier les modèles de problèmes de gestion durable. C'est-à-dire, même à un état, il n'est pas encore souhaitable. Mais on sait que dans combien de temps, il est possible de revenir. Donc, jusque-là, je vous présentais un système non contrôlé, c'est-à-dire on laisse tourner le système tout seul. Là, par contre, notre laboratoire, il est intéressé de travailler avec des modèles. On peut le contrôler. Mais qu'est-ce qu'il veut nous rapporter cette contrôle pour le problème de noyau de variabilité? On toujours regarder le même modèle. Sur certains paramètres, il est possible de contrôler. Par exemple, la valeur A, ça peut être une publicité. On peut faire publicité de faire venir les gens sur les touristes. Une autre valeur peut être la contrôle, c'est du valeur epsilon. Il peut être une taxe de séjour. C'est-à-dire, on peut contrôler ta séjour. Donc, grâce à cette valeur de contrôle, on calcule un noyau de viabilité avec les contraintes données. On va avoir un noyau de viabilité beaucoup plus grand par rapport aux systèmes non contrôlés. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir un état souhaitable plus grand. C'est plus facile pour la gestion durable. Donc, si vous regardez ces deux trajectoires, ils sont partis avec le même point de départ. Le trajectoire rouge, il est suivi son système par contre, il n'y a pas de contrôle, donc il va sortir contraint. Les trajectoires vertes, il est resté dans cet ensemble de contraintes parce que quand il veut sortir contraint, il existe un contrôle de lui permettre de rester dans cet ensemble de contraintes. Donc, tous les points noirs, c'est des points quand les trajectoires qui veulent sortir du contrat, il y a un nouveau contrôle qui est appliqué, de lui permettre de rester dans le contrat. Tout ce que je vais vous montrer jusque-là, ça montre que pour un problème de développement durable, il n'est pas nécessaire besoin de se focaliser sur l'attracteur. Le plus important est de regarder sur les zones souhaitables. Si on donne une zone souhaitable, il nous permet de calculer un noyau de viabilité. Donc tous les points dans cette noyau de viabilité, il va rester toujours dans cette zone souhaitable, étant en temps infini, même pendant toutes les évolutions. Une bilan sur cette étude, c'est que l'analyse de viabilité prend en compte les dynamiques transitoires. Donc, je vais vous montrer que la théorie de viabilité peut répondre aux problèmes de distance et d'horizon temporaire que l'analyste asymptotique il ne peut pas répondre à ces questions. Et là, je vais vous montrer aussi la théorie de viabilité répond au problème des frontières du bassin d'attraction que l'analyste asymptotique il est difficile de gérer ce problème. Je vous ai montré aussi dans le diapo précédent que la théorie de viabilité permet de prendre en charge les systèmes contrôlés. Ensuite, la théorie de viabilité recentrée sur les contraintes, c'est le même contexte comme le problème de la gestion durable. Donc, ce travail a été présenté dans une conférence internationale et accepté dans un revue. Donc, maintenant, je vais vous présenter une application de l'agent expert dans un cas SIMPAC. Le projet SIMPAC a commencé début fin de l'année 2006 pour l'objectif aide aux différents intervenants pour définir et comprendre collectivement les conflits dans la gestion des parcs nationaux et négocier des stratégies pour les traiter. Le prototype actuel est basé sur un jeu de rôle qui se concentre sur une discussion de décisions sur un niveau souhaitable de conservation pour chaque unité paysage d'une parc brésil. Donc,
pour l'instant, le SIMPAC il a proposé 9 modes de gestion pour les parcs nationaux au Brésil qui respectent les lois brésiliennes. Le SIMPAC a proposé une plateforme qui permet aux utilisateurs de travailler. Donc, sur cette plateforme, il peut afficher toutes les informations sur les parcs qu'il veut étudier et donner une interface pour les gens qui peuvent prendre soin. Et aussi proposer une interface pour les gens qui puissent communiquer. Le jeu de SIMPAC est divisé en 6 étapes. La première étape, c'est une étape d'initialisation. Chaque participant dans cette étape est associé à un rôle, puis un scénario initial est présenté à chaque joueur, y compris les caractéristiques des unités de paysage, des types possibles d'utilisation et de l'objectif général associé à ces rôles. La deuxième étape, chaque joueur émet la première position pour chaque unité de paysage, puis une fois quand la décision est choisie, il se met en public. La troisième étape, c'est l'étape plus importante dans ce jeu. On dit que c'est une étape de négociation. Les joueurs ils commencent à négocier entre eux pour essayer de convaincre les autres personnes. Quatrième étape, tous les joueurs revisent leurs propositions et s'engagent sur une proposition finale pour chaque unité de paysage. Cinquième étape, c'est le gestionnaire du parc prend la décision finale, bien sûr en considérant le processus de négociation. Le gestionnaire du parc, il peut considérer comme un appui de ce jeu. C'est lui qui va prendre la décision finale, lui qui fait la configuration pour tous les jeux. La sixième étape, c'est une présentation des effets possibles de la décision. Selon la configuration, il est possible d'avoir un nouveau cycle qui va recommencer. Donc, ce qu'on va faire, on va tester la faisabilité de l'agent expert viabilité dans ce jeu pour aider les joueurs à prendre la décision. On veut souhaiter pouvoir de mettre l'agent expert dans les étapes 2 et étape 3, parce que dans ces deux étapes, les joueurs ils commencent besoin d'utiliser l'agent expert viabilité pour leur aider de prendre la décision. Donc, on souhaitait que les joueurs de définir les priorités souhaitables comme des contraintes en raison de, comme c'est un jeu de participatif. Nous avons fait une expérimentation manuelle au 30 juin 2011 à Paris pour comparer les sessions sans l'agent expert viabilité et la session avec l'agent expert viabilité. Donc, pendant cette jeu manuel, comme on n'avait pas utilisé les vraies cartes de SIMPAC, c'est moi qui jouais le rôle de l'agent expert. Donc, c'est les joueurs qui me demandaient des questions, c'est moi qui leur réponds les questions en viabilité. Donc, dans cette test, on va utiliser un modèle animal. Ce modèle animal est basé sur les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure. Parce qu'au début, on veut essayer d'appliquer le modèle que je vous présentais tout à l'heure. Par contre, il est difficile à appliquer dans le vrai cas de cette parc au Brésil. Donc, pour ça, on a étudié un autre modèle qui accepte mieux dans cette condition. C'est un modèle toujours avec 3 composants, le nombre de touristes, qualité de l'environnement, et on rajoute une autre composant important, c'est les animaux à protéger. Donc nous avons vu que nombre de tourisme, il y a toujours une relation positive avec l'environnement et avec l'animal, parce que les touristes viennent dans cette zone, c'est pour voir les animaux. Après, les animaux, il y a une possibilité de mourir s'ils rencontrent trop de touristes. Voilà, donc si nous avons des environnements avec qualité haute, les animaux ils vont se produire mieux. Donc sur exemple, vous voyez que on peut toujours utiliser une fonction logistique pour l'environnement qui peut restaurer soi-même avec un facteur négatif quand on a trop de monde. Le contrôle appliqué dans ce modèle, c'est que l'État peut donner une partie de l'argent pour pouvoir restaurer l'environnement. La deuxième équation, c'est l'animal. Donc l'animal, il peut se produire tout seul dans cette zone. En plus, il a une probabilité de mourir s'il a rencontré les touristes. Donc là, on avait rajouté un paramètre de plus qui s'appelle Tmax, parce que dans le vrai cas de SIMPAC, il est possible de contrôler le nombre de touristes venir dans cette parc. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté un autre paramètre. Donc en utilisant ce modèle
on a fait cette expérimentation. Donc dans cette expérimentation, les joueurs ils me proposent les contraintes sur les modèles. Après, moi je les réponds les questions. Donc les questions pour l'instant, comme c'est cette expérimentation, il y a au cours de mon deuxième année de thèse, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore faites. Pour l'instant, je peux donner les résultats. Je lui dis que est-ce qu'il existe un noyau de viabilité avec les contraintes données ou pas. Donc s'il existe un noyau, c'est-à-dire avec les contraintes données, il peut trouver un état qui est acceptable. Par contre, s'il n'existe pas, il a besoin de changer de contrainte peut-être s'il veut que leur gestion il est peu acceptée par les autres joueurs. Donc, une petite résumé sur cette expérimentation. Les joueurs ont bien compris la théorie de la viabilité. Parce que on avait comme la théorie de la viabilité, c'est une théorie qui est mathématique. Donc, on leur demandait les joueurs remplir un questionnaire. On a vu qu'ils ont bien compris. Donc, c'est très important. Après, pendant cette expérimentation, j'ai utilisé une interface pour faciliter de modifier les contraintes. Je vais vous parler de cette interface dans les parties suivantes. Ensuite, je vais aussi proposer un algorithme de pouvoir permettre plusieurs échanges entre les joueurs. Donc, je vais présenter cet algorithme dans la partie suivante aussi. Donc, en comparaison les deux sessions, nous n'avons pas pris plus de temps avec l'agent expert viabilité. Après, donc c'est cette question, la visualisation des résultats. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'avait pas fait. Donc, par contre, les joueurs, ils sont beaucoup demandés de voir les résultats. Donc, c'est grâce à ça, je vais continuer de travailler. Donc, je vais présenter cette partie suivante aussi. Après, pendant la session, sans l'agent expert viabilité, on sait que le gestionnaire prend la décision finale. Par contre, les autres joueurs maintenir leur opinion, car en absence d'arguments suffisants, ils n'ont pas convaincre les autres. Par contre, pendant la session avec l'agent expert viabilité, les joueurs ont modifié les choix selon les résultats qui sont fournis par l'agent expert viabilité et les conflits ont été moindres pendant cette session. Donc ensuite, je vais vous présenter les implémentations que j'ai faites pour pouvoir construire un agent expert viabilité. Donc d'abord, je vais vous présenter un algorithme permettre d'approximation le noyau de viabilité. Parce qu'au début, nous avons utilisé la logiciel qui est développé par notre laboratoire aussi qui s'appelle Caria en utilisant le SVM comme une fonction de classification pour calculer les noyaux. Mais pendant les tests, on trouvait qu'il est un peu long pour obtenir un résultat. C'est pour ça qu'on a décidé de développer un nouveau algorithme, s'il est possible de diminuer le temps de calcul. Donc cet algorithme est une méthode de classification aussi. Nous utilisons les méthodes classiques d'approximation par extérieur. Donc si on regarde cet exemple, on voit que sur le modèle croissement de population dans un espace limite, c'est un modèle qu'on avait souvent très connu et souvent étudié dans le domaine de la théorie de viabilité. Si on considérait un ensemble des contraintes, comme les petits carrés, donc dans ce point, on peut discrétiser cette grille en régulière avec un pas H. Donc on peut considérer que tous les points rouges sont des points non viables. On dirait aussi les points négatifs. Et les points jaunes sont des points viables. On dit aussi des points positifs. Donc sur cet exemple, on sait qu'on n'a pas besoin de regarder les points dehors de contraintes, parce qu'il est forcément sorti des contraintes. La première étape, il est très facile. On a seulement besoin de vérifier si les points sont sortis des contraintes ou pas. À partir de la deuxième étape, il est un peu compliqué, parce que les points ils ne sortent pas forcément les contraintes qui sont définies. Par contre, il peut aller dans les zones qu'on a déjà traitées. Donc c'est ici où on va appliquer une fonction de classification, pour pouvoir regarder un point positif, qu'est-ce qui est positionné à la prochaine partant. Donc pourquoi on s'appelle une approximation par extérieur? Parce qu'on continuait les itérations jusqu'à la fin de l'itération qu'on ne trouve plus des points positifs qui changent leur signe. Donc cette démon, j'ai utilisé la logiciel Caria qui utilise
classification en utilisant une méthode SVM. Donc maintenant, je vais vous proposer mon algorithme, la fonction de classification de mon algorithme. En principe, c'est très facile. Comme je vous l'ai dit, on donnait un point dans les grilles, on regardait les points suivants, le partant suivant, où il va positionner. Donc, on toujours considérer les points rouges, c'est des points non viables, et les points jaunes, c'est des points viables. On regardait les points successifs d'un point dans la grille. Si le plus proche voisin, y0, de le point succès x est non viable, on va considérer que point x, il est non viable dans le prochain partant. Si cette valeur y, il est viable, le gars il est un peu plus compliqué, on va regarder tous les points adjacents de cette point x0, y0. Par exemple là, si tous ces points adjacents ils sont viables, on va considérer que point x dans le prochain partant il est viable. Si il existe au moins une point adjacent de cette valeur y0, il est non viable, on va construire une boule autour avec un rayon alpha autour de cette point non viable. Après, vous regardez les positions de cette point. S'il est dans le noyau, dans le boule, on considère que le prochain partant de point x est non viable. Par contre, s'il n'est pas dedans, il est viable. Donc, il est très important, cette fonction de classification, elle satisfait la condition de convergence. C'est une théorie qui est très importante parce que si la fonction des classifications satisfait les conditions nécessaires de convergence, notre algorithme d'approxion des noyaux viabilité, il peut fournir un résultat converge vers le noyau théorique quand le path de grille H tend vers 0. Donc, nous avons comparé notre algorithme avec des modèles qui sont très connus dans le domaine et on peut calculer les noyaux théoriques. Donc, on fait 4 simulations en augmentant les nombres de points. Donc, on voit que la fidélité de notre algorithme est toujours supérieure à 80%. Donc, la fidélité de notre algorithme, c'est le pourcentage de nombre de points communes dans le noyau approché par notre algorithme et aussi dans le noyau théorique que nous pouvons calculer. On comparait aussi le temps de calcul par rapport au logiciel Cavia que je vous ai parlé tout à l'heure. On voit que le temps de calcul par rapport à Cavia, il est plus rapide. Donc sur un autre exemple, le modèle de consommation qui est connu aussi, on regarde la fidélité dans cet exemple, il est encore mieux. Après, il est presque à 100% quand on avait 1 million de points. Et le temps de calcul, il est augmenté, il est plus rapide par rapport au Cavia. Donc, ce travail est aussi déjà présenté dans une conférence et publié dans ses actes. Ensuite, je vais présenter une autre applique de pouvoir construire la viabilité. Nous, on a proposé un logiciel de permettre les utilisateurs plus facile d'utiliser la viabilité. Parce que c'est pour objectif que dans un jeu, tous les joueurs, il est possible d'utiliser la viabilité sans avoir besoin d'une assistance de la viabilité. Donc, après une autre démarche de ce logiciel, c'est que ce logiciel est pouvoir utiliser pour tout le monde qui travaille dans le domaine de viabilité. Donc, pour cette raison, on a bien changé notre code pour tout le monde peut comprendre qu'est-ce que c'est si les gens ils veulent continuer à développer. Donc, j'ai prévu 6 packages par défaut. Donc, le package modèle, il va mettre tous les classes des modèles. Après les bagages géométriques, il ranger tous les bagages géométriques, c'est-à-dire, on voit que tous les l'ensemble de contraintes, on peut les considérer comme une forme géométrique. Et aussi la même chose pour les résultats. Donc voilà, etc. Pour les kits, ce sont tous les classes pour les visualisations des panneaux, etc. Voilà, j'ai réussi de pouvoir implémenter une interface qui est assez simple d'utiliser. Donc dans cette interface, on a vu
il existe des différents systèmes dynamiques qui sont déjà pré-implémentés. On peut les choisir par cette déroulement, de boîte d'écoulement. Après, on peut implémenter des nouveaux modèles s'ils déjà existaient. C'est assez simple. On a juste besoin de créer un nouveau classe dans le bagage de modèle. Puis c'est facile d'intégrer dedans. Donc sur cette première panel, on peut permettre d'observer toutes les informations que le modèle qu'on avait sélectionné. Donc on peut voir les paramètres, les valeurs de contrôle, les variables, etc. La deuxième panel, c'est du panel pour les gens, ils peuvent modifier les contraintes s'ils ont besoin. Donc les joueurs, les utilisateurs pouvoir directement modifier les contraintes dans cette partie et de lancer une nouvelle simulation sans rentrer dans le code. La troisième panel, c'est pour modifier des paramètres des algorithmiques, parce qu'il y a des algorithmes qui ont besoin de certains paramètres pour les lancer. Donc nous avons aussi une fenêtre de console permettre d'afficher toutes les informations, par exemple des modèles, des contraintes choisir, les algorithmes choisir pour lancer les simulations, des paramètres de cet algorithme. Et nous avons pouvoir aussi de lancer une simulation et pouvoir sauvegarder les résultats. Donc, ensuite, c'est une démo. Je mets en plein écran pour voir mieux. Voilà, donc c'est la même fenêtre qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'il déjà existe différents modèles qui sont déjà implémentés. Une fois qu'on a choisi changer les modèles, les fenêtres, il va changer correspondant les modèles avec ces informations. On avait définir cette logiciel pour résoudre différents problèmes de noyau de viabilité. Mais pour l'instant, j'ai que implémenter le problème de calculer le noyau de viabilité. Mais par contre, les problèmes généraux les problèmes principaux de viabilité est de pouvoir calculer le noyau, de pouvoir calculer le bassin de capture, de pouvoir calculer le résilience. Donc moi, sur les 7 fenêtres, les gens ils peuvent directement modifier les contraintes, etc. Après, ils peuvent sélectionner les algorithmes qu'ils veulent lancer. Donc là, on a utilisé l'algorithme que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il est très facile de modifier les paramètres si on a besoin. Ensuite, bien sûr, on peut lancer une simulation pour voir qu'est-ce que ça donne. Dans la fenêtre console, on peut voir toutes les informations de cette simulation. Par exemple, dans chaque simulation, vous voyez le pourcentage de noyau qui change, le centre de noyau, où il est positionné, etc. Bien sûr, on peut regarder le temps de calcul, etc. Et là, on peut calculer aussi, on peut enregistrer aussi les points, tous les points qu'on a calculés et les points de noyau viabilité. Donc, comme les joueurs, je vous ai dit que les joueurs, ils ont beaucoup demandé de visualiser les résultats, j'ai implémenté une fenêtre, si on clique le bouton de visualiser les résultats, les joueurs pouvoir observer les résultats. Donc ici, il donne le frontière de cette noyau de viabilité. Donc, cette fenêtre, on peut aussi observer une trajectoire, qu'est-ce qu'il fait en donnant une point de départ. Donc si on rentre une point de départ, par contre si le point de départ n'est pas dans le noyau, si on clique le star, il va nous dire que voilà, le point n'est pas dans le noyau. Donc on a besoin de changer le point qui est dans le noyau, parce que si le point dehors du noyau, on n'a pas besoin d'observer ce qu'il fait. Donc si on change le noyau, donc on peut regarder une trajectoire qui est tracée, on peut regarder qu'est-ce qui se passe. Donc dans le console, comme dans la partie console, on peut voir aussi qu'est-ce qui fait cette trajectoire à chaque itération. Par exemple, les mauvaises contrôles, ils sont choisis, quel contrôle il est changé, quel contrôle il est choisi final. Il existe des différents fonctionnements pour pouvoir observer les résultats. Par exemple, on peut le bouger. C'est très utile pour quand on a des modèles 3 dimensions. On a une fonction pour le zoomer si on a besoin de regarder des endroits plus précis que qu'est-ce qui se passait dans cette coin. Bien sûr, on a une fonction pour revenir dans cette résultat. Et on peut aussi modifier les bornes
de résultats. Par exemple, si on changeait les valeurs ici à une autre valeur, la figure va changer en borne. Après, bien sûr, on peut aussi sauvegarder les résultats si on a besoin. Et nous pouvons aussi observer tous les données qu'on avait calculées. Par exemple, l'ensemble de contraintes sont définies, tous les points dans le noyau de viabilité et les trajectoires qu'on a tracées tout à l'heure, les positionnements de chaque itération. On peut aussi sauvegarder les résultats de tous ces points. Nous pouvons aussi observer cette trajectoire par rapport de chaque dimension par rapport au temps. Donc c'est important pour étudier. Donc on voit que sur la trajectoire qu'on avait tout à l'heure, on peut voir par rapport à la dimension A ou par rapport à la dimension B, qu'est-ce qu'il fait par rapport au temps. Et on peut aussi voir les valeurs de contrôle qu'ils ont choisies à chaque itération. Voilà. C'est le démo que je vous ai montré. Donc ensuite, c'est la conclusion. Donc dans cette thèse, je vous ai montré que l'intérêt de l'analyse de viabilité pour la gestion du problème durable. Ensuite, j'ai fait une implémentation dans le projet SIMPAC pour pouvoir tester la faisabilité de notre laser expert viabilité dans cette jeu. Et je vous ai aussi proposé un nouvel algorithme pour pouvoir fournir des résultats plus rapides par rapport au logiciel Caviar. Et aussi, j'ai proposé une interface pour faciliter les gens de définir la zone état souhaitable, c'est-à-dire les gens, il peut être facile de choisir les contraintes, puis faire plusieurs simulations. J'ai aussi proposé un résultat en graphique, en manière de présenter les résultats graphiques pour les gens pouvoir observer leurs résultats. Bien sûr, il reste toujours un travail à faire. La première chose, c'est comparaison avec les autres algorithmes. Parce que vous avez bien vu que j'ai fait la comparaison avec les modèles à que 2 dimensions. Donc, j'aime bien de le comparer avec le modèle de dimension supérieure, par exemple le modèle de Claire Ferdinand, de modèle en 3 dimensions, il calculait cette modèle en utilisant l'algo de Saint-Pierre, qui est très connu dans ce domaine. Donc c'est une occasion de comparer les résultats avec les modèles 3 dimensions et aussi pouvoir comparer avec l'algorithme de M. Saint-Pierre. La deuxième chose, je souhaitais continuer à développer la logiciel. Pour l'instant, je que faire les implémentations pour calculer le noyau de viabilité. Donc, il faut implémenter les autres algorithmes pour pouvoir calculer le bassin de capture, de résilience, ou par exemple les autres algorithmes pour pouvoir calculer des noyaux de viabilité avec les autres avantages. Un troisième point, j'ai souhaité de pouvoir intégrer vraiment cette laser expert viabilité dans le jeu pour pouvoir tester la laser expert viabilité. Et dernière chose, je souhaitais que notre laser expert viabilité pouvoir donner une proposition pour la relaxation des contraintes. Parce que souvent dans un jeu de rôle, si on a beaucoup de joueurs, il y a possibilité d'avoir très souvent d'avoir une intersection des contraintes vides. Donc si l'agent expert viabilité peut proposer une proposition, c'est simplifier la difficulté. Donc, merci.